Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je ne vais pas vous parler d'une machine, mais je vais vous parler de ceci. Alors, pas de la carte processeur en particulier, mais de cette petite puce que vous voyez là. Je vais faire un gros plan, hop, je ne sais pas si vous arriverez à lire s'il y a des écrits dessus. En fait, ceci est une carte processeur G3 266 MHz provenant d'un PowerBook G3 Wall Street. Alors, c'est une vidéo que je voulais proposer depuis un petit moment et qui me trotte dans la tête. Je vais vous raconter l'historique et le rôle important qu'a joué le processeur PowerPC dans le sauvetage d'Apple. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas le seul élément qui a sauvé Apple, mais je trouve que ce processeur a été une base fondamentale, ou plutôt, il a joué vraiment un très grand rôle dans le sauvetage d'Apple. Alors, évidemment, il y aura des coquilles, des erreurs ou des imprécisions. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous avez, vous, des précisions à apporter, des informations ou des anecdotes, n'hésitez pas à les mettre, ça me fera un super plaisir de les lire. De même, si ce format vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais vous en proposer d'autres sur une machine en particulier, sur un OS ou je ne sais quoi. Mais voilà, ça me permettra de vous en proposer d'autres comme celle-ci. En attendant, aujourd'hui, je vous parle du PowerPC et de son rôle dans l'importance qu'il a joué pour sauver Apple. Allez, c'est parti! Je le redis, cette vidéo est juste là pour parler d'un processeur qui fut une étape importante pour Apple. Rien de plus. Je m'excuse à l'avance des inexactitudes et des erreurs. N'hésitez surtout pas dans les commentaires sous la vidéo à apporter des précisions ou à rectifier mes coquilles. Allez, c'est parti! Nous sommes donc en septembre 1997, l'action Apple ne vaut plus que 7 $ et la société est au bord de la faillite avec des pertes de près d'1 milliard de dollars. Pour tous les connaisseurs du secteur, Apple est d'ores et déjà enterré et c'en est fini de la marque à la pomme croquée. On conseille même à Steve Jobs, qui vient de faire son grand retour, de liquider la société pour sauver les deniers qu'il peut. La suite, vous la connaissez et appartient à l'histoire. Et si aujourd'hui les analystes se battent pour savoir quel trimestre record en bénéfice fera Apple, revenons justement en 1997 pour parler d'un processeur qui a permis à Apple de se relever, le PowerPC via le G3. Bien entendu, vous me direz qu'il y a d'autres choses qui ont sauvé également Apple, comme le retour de Jobs ou l'évolution de MacOS et l'intervention de Microsoft avec leur argent. Oui, mais le PowerPC a été, on peut le dire, une belle contribution à la pierre angulaire qui a permis à Apple de se relever. Aujourd'hui, nous allons voir comment ce processeur du PowerPC 601 au PowerPC 970 ou le G5 si vous préférez, a relancé les Macintosh et a en partie, grâce à l'iMac G3 et ses suites, sauvé Apple de la faillite. Comment est né le PowerPC ? Il faut pour cela remonter en 1991. À cette époque, une alliance nommée AIM, tiens, ça me rappelle un truc de la Marvel ça, voit le jour et qui réunit Apple bien sûr, mais aussi étrangement Motorola et IBM. Leur but, créer de nouveaux standards de l'industrie informatique. Pour eux, le CISC est mort et il faut passer au RISC. Allez voir sur Wikipédia pour l'explication de ces deux technologies si vous ne connaissez pas, car ce serait trop long à expliquer ici et je risquerais de surcroît de raconter des boulettes. En gros, le CISC était utilisé par Intel et le RISC, qu'il n'était pas, était donc mieux. Car en vérité, on peut dire que c'est surtout dans ce but, contrer Intel, que ce processeur a été conçu. Tout commence en 1975-1978 chez IBM. John Koch développe les concepts de la technologie RISC chez IBM. En 1982-1984, IBM lance alors le projet de construire le processeur le plus rapide du marché informatique. Cette architecture 32 bits prendra 6 ans pour aboutir au premier processeur nommé Power. IBM commence à commercialiser son processeur surpuissant et apprend qu'Apple travaille eux aussi sur la conception d'un processeur quadricœur nommé Scorpius, dans le cadre du projet Aquarius, car Motorola, déjà à cette époque,
a beaucoup de mal à fournir les processeurs 68040 dont a besoin Apple pour ses machines. Convaincu par la viabilité et la puissance du processeur d'Apple, IBM approche alors ces derniers pour collaborer sur une famille de processeurs dérivés du Power d'IBM. Apple demande alors à Motorola de se joindre aux discussions. En effet, Motorola possède une bien meilleure expérience qu'IBM dans la fabrication à haut volume de processeurs. De leur côté, Motorola avait également une gamme de PowerPC avec le processeur 88000 qui se vendait mal et ne fonctionnait pas vraiment en termes de vente, contrairement à leur 68040. Malgré tout, le 88000 s'était imposé sur le marché des télécommunications, entre autres choses. De plus, Apple avait déjà plus de 80 000 machines avec le processeur de Motorola qui étaient prêtes. Si le processeur d'IBM pouvait être rendu compatible avec le processeur de Motorola, cela permettrait à Motorola de sortir des composants plus rapidement et donc à Apple de sortir des machines plus rapidement également sans avoir à refaire l'architecture de leur carte mère. C'est donc comme cela qu'apparaît l'exigence des spécifications du PowerPC. Le premier processeur est donc construit. Et c'est ainsi qu'arrive en 1992 le PowerPC 601, première génération du processeur RISC 32 bits dérivé du Power d'IBM. Ils sont d'abord mis en circulation dans une station de travail d'IBM type RS6000 en octobre 1993. Au même moment, IBM sortait son Power 2 en parallèle. Il faut attendre avril 1994 pour qu'Apple sorte son premier Macintosh avec un PowerPC à l'intérieur. Il s'agit du modèle PowerMac 6100 à 60 MHz. Il sera accompagné des modèles PowerMac 7100 à 66 MHz pour le milieu de gamme et du PowerMac 8100 à 80 MHz pour le haut de gamme. Bien entendu, vous aurez ensuite un modèle 6100 à 66 MHz, un modèle 7100 à 80 MHz et des 8100 qui iront, eux, jusqu'à 110 MHz. Ce fut une véritable structure d'organisation exceptionnelle qui fut réalisée par les trois compagnies pour réaliser en un temps record le PowerPC 601. Ainsi, pour accomplir les innovations technologiques prévues par le processeur, performance de la fréquence, nouvel ensemble d'instructions, implémentation d'un premier noyau de calcul symétrique à plusieurs processeurs, etc., une simplification considérable de la structure de base du Power d'IBM sera réalisée, tout en incluant le support de la majorité des instructions du PowerPC qui ne figuraient pas sur ce processeur au départ. Toutes les parties de ce processeur furent considérablement modifiées ou changées dans sa totalité pour répondre à la nouvelle conception des unités d'entrée-sortie, la structure des bus et la cohérence de la mémoire pour le noyau de calcul symétrique. AIM élabora une stratégie complète aboutissant à une spécification de l'architecture de bus 88110 ainsi qu'un ensemble d'outils pour l'implémentation logique et la vérification du bus 60X. L'équipe d'ingénieurs d'Apple et de Motorola était familier avec la structure entrée-sortie du 88110 qui était très bien documentée par Motorola. Ainsi, l'équipe de développement du PowerPC 601 adopta rapidement cette technologie de bus, le renommant ainsi 60X au passage. Ce petit groupe d'ingénieurs d'Apple et de Motorola reçut l'aide de plus de 120 ingénieurs de chez IBM pour achever la création complète et la fabrication du PowerPC 601. Cette utilisation de l'architecture 88110 de Motorola s'avéra très bonne sur plusieurs points. Tout d'abord pour Apple, qui leur permettait de réduire la charge de reconception de leur ASIC, qui est un circuit intégré spécialisé, existant et qui permit à Apple de sortir en un temps record la documentation et le processus de spécification de la nouvelle structure du bus et de son interface, en évitant au passage une guerre des bus qui était redoutée par l'équipe du PowerPC 601, si les bus 88110 ou les RSC précédents n'avaient pas été adoptés. Mais cet effort, pour faire accepter l'architecture 88110 de Motorola pour le confort d'Apple, se fit au détriment de l'équipe d'IBM qui était responsable du RS6000, qui avait leur ASIC déjà implanté et opérationnel autour du RSC d'une structure complètement différente. Cela posera des problèmes plus tard, j'en reparle plus loin. Tout cela donnera naissance ensuite à une longue série de variants du PowerPC 601. En outre, les 603, les 603E, ce dernier sera sans doute le moins bon et le plus long des processeurs PowerPC, le 604, le 750, que vous connaissez plus sous le nom de G3 chez Apple, on reviendra dessus, le 7400, plus connu lui sous le nom de G4 chez Apple, l'usine, elle, qui se nommait Somerset Design Center, était basée à Austin, au Texas.
premiers Power Mac apparaissent donc et montrent leur puissance. Mais cela ne suffit pas et Apple va de plus en plus mal. En 1995, la société lance un programme de clone officiel avec la licence de macOS 7. Des sociétés comme Umax ou encore Power Computing et même Motorola vont alors sortir des machines faisant tourner macOS 7. D'autres sociétés également s'engouffrent dans le marché et ce n'est pas moins de 75 modèles au total de machines qui vont alors sortir. Tous basés sur le PowerPC et majoritairement sur les processeurs 603E et 604e. Il existe même quelques modèles à base de G3. Si de l'argent frais rentre rapidement chez Apple, grâce à la redevance payée par les sociétés qui sortent les clones, on parle d'un montant de 50 $ payé à Apple par machine sortie chez les cloneurs, Apple se retrouve face à deux problèmes. Le premier est que les cloneurs arrivent à sortir des machines plus puissantes et plus extensibles que les Power Macintosh originaux. Et de ce fait, Apple se retrouve noyé dans une masse de machines qui sont souvent moins chères et souvent plus performantes qu'eux. En 1997, Steve Jobs est rappelé à la tête de la société par Gilles Amelio pour la redresser. La société est au plus mal. Au passage du retour de Jobs, Apple rachète également sa société Next qui donnera le futur macOS 10. Steve Jobs fait alors virer Amelio et reprend les commandes de sa société. Et une des premières choses qu'il fait est d'annuler la licence des cloneurs en les laissant bloquer sur macOS 7. Apple sort alors macOS 8 qui lui permet ainsi de retrouver ses seules machines désormais en vente sur le marché du Macintosh. Apple, pour se débarrasser définitivement des cloneurs, mais aussi pour acquérir leur savoir-faire, rachète Power Computing pour 100 millions de $, et a offert la mise à jour vers macOS 8 gratuitement aux acheteurs de clones de cette société. Seuls Umax obtiendront la licence de macOS 8 et la possibilité de vendre des machines sous macOS 8 jusqu'en juillet 1998. Pourquoi eux? Cela reste un mystère. Sans doute avait-il accepté de payer plus cher pour obtenir la licence de macOS. Car on dit qu'après son retour, Steve Jobs aurait tenté à 5 reprises en 3 semaines de renégocier le prix de la licence vendue auprès des cloneurs sans succès. On raconte aussi que c'est à cette période, après un coup de téléphone houleux entre Steve Jobs et le patron de Motorola, Christopher Galvin à l'époque, à propos de la licence sur les clones, que Motorola aurait fait régresser Apple au rang de simple autre client à fournir désormais. Petit à petit, Apple étend le changement des processeurs 68000 pour le PowerPC à toute sa gamme d'ordinateurs et c'est ainsi qu'en 1996-1997, les premiers portables d'Apple à base de PowerPC font leur apparition comme le PowerBook 1400C et CS qui commence à 117 MHz, toujours avec le processeur 603E, et qui montera jusqu'à 240 MHz avec les modèles PowerBook 2400 et 3400C. Nous avons aussi, par exemple, le PowerBook Duo 2300C à 100 MHz qui a commencé, lui, sa carrière en 1995, toujours avec un 603E sous le capot. Mais justement, Motorola et IBM ne se sont pas tournés les pouces pendant ce temps sur les processeurs PowerPC. Partant du PowerPC 603E qu'ils ont amélioré, ils ont sorti le PowerPC 750, connu sous le nom de code Arthur. Ce nouveau processeur est de la puissance pure et balaye tout sur son passage. Et fin du fin, il ne consomme pratiquement rien en énergie. Apple voit ici un moyen marketing de se relancer avec et lui attribue alors le nom de code de G3, en faisant référence à la troisième génération de processeurs. En novembre 1997, Apple sort les PowerBook G3 avec un processeur PowerPC 750 cadencé à 250 MHz et en même temps sort les PowerMac G3 de couleur beige, des machines de bureau avec des PowerPC 750 cadencés à 233 ou 266 MHz. En 14 mois, les PowerMac G3 s'écouleront à plus de 1,6 million d'exemplaires. À lui seul, le PowerMac G3 représentait 2% de vente totale des ordinateurs de l'époque et a rapporté 3 milliards de $ à Apple. Joli score! Jobs en profite pour faire un partenariat avec Bill Gates pour faire rentrer encore du cash dans la société. Il simplifie la gamme des machines et c'est en août 1998 qu'il sort son arme qui va remettre Apple sur les rails de façon définitive et la rendre à nouveau pérenne, l'iMac G3 Bondi Blue avec à l'intérieur toujours le fameux processeur PowerPC 750 cadencé à 233 MHz. Cet ordinateur tout en un, non content d'être coloré, dégage le lecteur de disquettes au profit d'un simple lecteur CD et met en avant de nouvelles technologies comme les ports USB et FireWire par exemple. Et bien sûr,
Internet qui émerge alors pour le grand public. L'accueil de la machine étant excellente, Apple sort alors un iMac Revision B avec une meilleure carte graphique et en enlevant des composants inutiles. Le PowerPC 750 monte alors à 266 MHz. Cela leur permet de sortir un iMac Revision C moins cher et en 5 coloris que vous connaissez. Enfin, en avril 1999, sort un iMac Revision D avec un processeur PowerPC cadencé à 333 MHz. Viendront ensuite d'autres évolutions, lecteur de DVD manche-disque au lieu d'un tiroir, des éditions spéciales avec des coloris différents, le tout avec toujours un processeur PowerPC 750 qui monte toujours en fréquence jusqu'à 400 MHz. Puis, pour lui aussi arrive son dérivé, le PowerPC 750 CX et CXE, un 750 amélioré par IBM et qui sera cadencé à 500, 600 et jusqu'à 700 MHz pour le dernier iMac G3 sorti. C'est d'ailleurs ce processeur, le 750 CXE, cadencé à 485 MHz, que l'on trouve dans la console de Nintendo, la GameCube, adaptée spécialement pour les besoins de la console de Nintendo, évidemment. Bref, grâce au G3, Apple se sort de l'ornière et en janvier 1999 enfonce le clou avec les machines de bureau et les superbes Power Mac G3 bleu et blanc. Ainsi sort un modèle à 300 MHz, puis eux augmenteront de 50 MHz. Et 3 autres modèles sortiront au fil des mois, un à 350 MHz, un à 400 MHz et un à 450 MHz. Tous sont équipés d'un PowerPC 750. Non seulement ils sont colorés, mais en plus ils reprennent la forme du processeur et ont le nom en gros sur leur carrosserie du G3. Un véritable hommage au processeur qui les a sauvés. On se rappelle tous de la présentation du Power Mac G3 bleu et blanc à 400 MHz par Steve Jobs, avec la fameuse image sous Photoshop de Mulan qui blastait le Pentium 2 à 450 MHz, et de l'ordinateur HAL de 2001 l'Odyssée de l'espace qui se rendait compte que le G3 était plus rapide que son Pentium 2 à 450 MHz. Jobs introduit l'USB, la carte ATI REG 128 avec 16 Mb de RAM en première mondiale sur le Mac, le fait que le G3 pouvait accepter 1 Go de RAM et OpenGL, d'excellents souvenirs. Le dernier processeur G3, le PowerPC 750 FX, sera utilisé dans les iBook G3 de 2002 par Apple. Grâce à sa faible consommation et sa puissance avec ses améliorations sur son cache de niveau 2 et la vitesse de son bus plus rapide, il montera en cadence jusqu'à 900 MHz. Dommage qu'il n'ait pas continué, j'aurais bien aimé voir des machines Apple avec un G3 à 1 GHz personnellement. Mais IBM et Motorola ont continué à faire évoluer le PowerPC et la seconde génération de processeurs débarque en août 1999. Sauf qu'il y a un désaccord entre IBM et Motorola. En effet, le processeur PowerPC 7400 doit avoir pour Motorola une unité de calcul vectoriel. Or, IBM, n'en voyant pas la nécessité, décide alors purement et simplement de ne pas le fabriquer et laisse la patate chaude à Motorola. Surnommé le G4 par Apple, les premiers modèles de Power Mac G4 sortent en août 1999. Proposés au départ à des fréquences de 400, 450 et 500 MHz, Apple doit malheureusement rétropédaler à 50 MHz de moins, mais en gardant pourtant le même tarif élevé. Car Motorola a beaucoup de difficultés, malgré la promesse faite à Apple, à produire le PowerPC 7400 et surtout le modèle à 500 MHz. Sortent donc en octobre 1999 les Power Mac G4 à 350 et 400 MHz. Ceux-ci sont d'ailleurs équipés de la même carte mère que celle des G3 et qui ont des bus PCI à 66 MHz pour la carte graphique et un modèle à 450 MHz avec sa nouvelle carte mère et un bus AGP pour la carte vidéo. Tous avec un processeur PowerPC 7400 de Motorola. On dit d'ailleurs que c'est cet incident qui a causé une rupture définitive entre Motorola et Apple. Apple demande alors de l'aide à l'autre concepteur du G4 pour augmenter les capacités de production de la puce, IBM. Grâce à ces derniers, le Power Mac G4 à 500 MHz sort alors en février 2000. Motorola continue de faire évoluer le PowerPC et sort alors un modèle basse consommation, le PowerPC 7410, gravé en 180 nanomètres. C'est ce modèle de processeur qui équipera les PowerBook G4 sortis en janvier 2001. Vient ensuite le PowerPC 7450 qui est une refonte majeure du PowerPC 7400 et qui est bien plus puissant. Il permet d'atteindre une vitesse d'horloge bien plus élevée, possède un débit d'instruction amélioré, possède un cache L2 intégré avec prise en charge d'un cache L3 externe et l'unité de calcul vectoriel Altivec est améliorée. D'autres améliorations sont également faites.
C'est ce modèle de processeur qui équipe les premiers Power Mac G4 Graphite cadencés à 733 MHz nommé Digital Audio. Entre-temps, Apple a fait lui aussi évoluer son système d'exploitation des Macintosh. Et c'est en mars 2001 qu'elle présente la première version de macOS 10. Basée sur Unix et bien entendu également sur des technologies développées par Next, Apple sort ce système pour rattraper son retard sur Windows, mais également pour qu'il soit plus en harmonie et optimisé pour les nouveaux processeurs utilisés désormais dans leur machine. Ainsi, on raconte que macOS 10.3 serait optimal pour les processeurs G3, macOS 10.4 pour les processeurs G4 et enfin macOS 10.5 pour les processeurs G5. Un dérivé du PowerPC 7450 a été sorti par Motorola, le 7451. Celui-ci équipait les premiers ordinateurs Amiga One XE vendus par Hyperion Entertainment et qui était destiné à faire tourner Amiga OS 4 et qui devait succéder aux machines de Commodore des années 80 à base de processeurs 68000. En janvier 2002, Motorola sort le PowerPC 7455, permettant ainsi à Apple de sortir le premier ordinateur de la marque à 1 GHz. C'est ce processeur qui se trouve dans le Power Mac Quicksilver à double processeur de 1 GHz et qui montera jusqu'à un 1,42 GHz dans les Power Mac MDD. Motorola continue à faire évoluer son processeur et sort les modèles de PowerPC 7447 et 7457 et leurs dérivés, pouvant monter jusqu'à une fréquence de 1,7 GHz et facilement jusqu'à 2,4 GHz avec l'overclocking. Hélas, lors de l'utilisation par Apple de cette puce, le 7447, sa vitesse d'horloge stagnait et n'a donc pas utilisé le 7457 plus puissant. C'est cette puce qui se trouve par exemple dans le Mac Mini G4 à 1,5 GHz, un 747A. Ce seront les fabricants de cartes accélératrices pour les Power Mac qui utiliseront le processeur PowerPC 7457, comme par exemple Giga Design ou encore Sonnet pour mettre à jour le G4 Cube, le Power Mac G4 ou encore l'iMac G4. Ils utiliseront également eux aussi un 7447A sur certaines de leurs cartes. Motorola sortira également un PowerPC 7448 en 2005, avec une consommation d'énergie encore réduite, une gravure de 90 nanomètres et des vitesses de 1,7 GHz par exemple. Là encore, ce ne seront que les fabricants des cartes accélératrices qui l'utiliseront, PowerLogix pour la mise à jour du G4 Cube ou Newer Technology pour la mise à jour en G4 des Power Mac 7300 ou 9600 et certains modèles de clones. Mais rien ne va plus entre Apple et Motorola qui a du mal à faire évoluer la vitesse de ses processeurs et qui pose ainsi de gros problèmes à Apple. De ce fait, Apple se tourne alors vers IBM qui a entre-temps sorti son PowerPC 970 en 2002. C'est un dérivé du Power 4 d'IBM. C'est ainsi qu'en juin 2003 sort le premier Power Mac G5, surnom donné par Apple au processeur 970, cadencé à 1,6 GHz. IBM améliore encore son processeur avec le PowerPC 970 FX. C'est ce processeur que l'on trouvait dans les serveurs Xserve d'Apple. Il évoluera en puissance jusqu'en 2005 avec un modèle de Power Mac G5 cadencé à 2,7 GHz refroidi par un système liquide. IBM sortira alors une autre variante de son processeur, le PowerPC 970 MP, qui sera utilisé par Apple dans les Power Mac G5 haut de gamme. 3 modèles utiliseront ce processeur, un à 2 GHz, un à 2,3 GHz et un à 2,5 GHz. Puis Apple passera ensuite, on le sait, au processeur Intel, terminant ainsi la belle histoire du PowerPC dans les machines à la pomme. Lorsqu'Apple et IBM ont conçu le G5, ils avaient annoncé qu'ils partaient sur un partenariat de 5 ans avec une route bien définie en matière de fréquence des processeurs. Hélas, très vite Apple se ravisera en constatant qu'ils étaient incapables de livrer un processeur pouvant atteindre les 3 GHz un an après leur annonce comme ils l'avaient promis. Qu'IBM n'a pas été en mesure de réduire la consommation des processeurs, ne permettant ainsi pas à Apple de sortir des machines portables à base de G5. En effet, la consommation et donc la fréquence du G5 qu'ils auraient pu utiliser dans les portables était de la même puissance que les G4 déjà utilisés dans leurs portables et donc sans intérêt. De plus, la consommation du G5 était telle qu'un système de veille efficace n'aurait pas été possible. De plus, la batterie du portable n'aurait pas permis de travailler avec une longue autonomie
sur un portable à base de G5. Pour finir cette partie, il est à noter que des versions spécifiques du PowerPC seront également utilisées pour les consoles de salon, la PlayStation 3 et surtout la Xbox 360, où les kits des développements alpha de cette dernière tournaient sur des PowerMac G5 dédiés. Étonnant lorsque l'on sait le passif entre Microsoft et Apple. Il s'agissait en fait le temps que le processeur Xeon sorte dans le commerce. Les G5 n'étaient pas modifiés, ils avaient juste un autre système d'exploitation que MacOS. Aujourd'hui, tout a bien changé. Motorola s'est séparé de sa branche de fabrication des semi-conducteurs nommée Freescale. Il fabrique désormais en majorité des processeurs pour le secteur automobile. Motorola fut également scindé en deux entreprises en 2011, Motorola Solutions et Motorola Mobility. Cette dernière sera revendue à Google en août 2011, qui à son tour la revendra à Lenovo en 2014, en gardant au passage quelques brevets. Évidemment, Motorola Solutions est surtout spécialisé dans la vidéosurveillance, bien que vous pouvez toujours trouver des smartphones Motorola à l'heure actuelle. IBM, quant à eux, ont voulu, suite à la perte du marché avec Apple, avoir moins d'activité dans le matériel et plus dans les services, notamment l'infogérance. Quant au PowerPC aujourd'hui, depuis 2004, c'était la fondation Power.org qui gérait l'architecture et ses applications. Cette fondation regroupait plus d'une quinzaine de sociétés, dont Freescale, qui était le fondeur des puces à produire au même titre qu'IBM. Depuis 2019, Power.org est désormais géré par Linux Foundation, qui place la conception et les jeux d'instruction sous licence open source. Après, il n'y a pas trop d'informations sur le fait de savoir si à l'heure actuelle, des nouvelles versions de processeurs PowerPC voient encore le jour et pour quel type d'application. Dommage. Lorsque l'on voit le tour de force qu'ont réalisé les trois sociétés Apple, IBM et Motorola en partant de zéro et sortir en un temps record les PowerMac avec une architecture puissante et viable, on se dit que finalement Apple avec sa puce M1 avait déjà avec le PowerPC appris beaucoup et que ce n'est pas si étonnant que cela qu'ils ont pu à leur tour réaliser un nouveau tour de force avec un processeur. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous ceux qui auront pris le temps de la regarder et de m'écouter. Il y a sans doute des coquilles et des imprécisions et je m'en excuse à l'avance, du fait que j'ai voulu condenser au maximum et ne pas rentrer dans les détails trop techniques qui seraient vite devenus imbuvables. Je voulais surtout montrer le rôle joué par le PowerPC dans le sauvetage d'Apple grâce au G3 ou si l'on préfère le PowerPC 750 et du premier iMac sorti avec cette puce. Oui, il n'est pas le seul sauveur de la société, mais il y a grandement contribué. N'hésitez surtout pas à corriger mes erreurs et à apporter des précisions et des anecdotes si vous en avez dans les commentaires. Ce sera un vrai plaisir de vous lire. En attendant, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!